Dernière table ronde, celle où on met en valeur les jeunes pousses du territoire, celles qui sont nées ici sur le territoire et qui s'y sont épanouies. Donc il a fallu faire un choix. Je dois avouer que ça fait quelques années que je suis à l'économie et j'ai rencontré pas mal de start-upers, pas mal de projets quand même hyper intéressants. Donc voilà, 5 ici. Un choix assumé. Donc je vais commencer par vous présenter. Tout de suite, à côté de moi, Marion Landes de GoMécano, Charles Cohen, Bodyguard, Olivier Morillon de eCoat, Vincent Desnaux de Teach on Mars et Rachid Benchouahir de Correa Lotech. Il est temps que ça s'arrête, j'ai du mal à parler. Donc, le but de cette start-up, c'est de montrer comment vous avez réussi sur le territoire. Alors certaines sont des spin-offs d'INRIA, d'autres laboratoires. D'autres, c'est juste une idée qui est née comme ça et qui s'est développée. Donc je vais vous laisser parler. On va peut-être commencer par la plus ancienne des startups qui est devenue une scale-up, en l'occurrence eCoat. Donc vous êtes basé à Grasse et vous, alors je vais vraiment simplifier ce que vous faites. Vous voulez verdir l'industrie de la peinture. Olivier, c'est à vous. Exactement. Bonsoir tout le monde. Donc, Olivier Morillon, je suis directeur commercial pour la partie nord-américaine. J'ai rejoint eCoat depuis 11 ans. Donc 11 ans, je vais vous dire, toujours une start-up. Qu'est-ce que ça fait là? Alors, on est toujours une start-up dans le sens financier du terme, on n'a pas encore atteint le point d'équilibre. Mais on est aujourd'hui une scale-up, c'est-à-dire qu'on a amorcé la phase d'hypercroissance. Donc on double, voire triple nos ventes tous les ans. Et comment on en est arrivé là? Tout simplement, on est parti d'une idée du créateur, donc Olivier Choulet, qui travaillait pour un des plus gros fabricants de l'industrie chimique de liants, c'est-à-dire l'un des ingrédients rentrant dans la composition des peintures. Ces ingrédients étaient très majoritairement pétrosourcés, il y a encore 10 ans de ça. Et il a eu cette idée de développer les premières technologies plus éco-responsables, plus biosourcées. Et donc il a créé eCoat en 2011. Donc 2011-2023, donc ça fait 12 ans, une belle aventure. Bon, comme toute start-up, ça a été les montagnes russes. Hein. On a de l'argent, on n'a pas d'argent, on a de l'argent, on n'a pas d'argent. Mais il faut continuer à suivre son rêve, sa mission, sa vision. Et aujourd'hui, on est une belle entreprise de 32 salariés. Réparti entre Grasse, où il y a le centre R&D et le siège social, et également un site industriel qui est à Péage de Roussillon. Donc c'est sur la plus grosse plateforme chimique de France, au sud de Lyon, qui permettent d'adresser un marché mondial. Le marché des peintures, c'est quasiment 200 milliards de chiffre d'affaires. Et donc eCoat, on a aujourd'hui une représentation en Europe, en Chine avec un general manager qui est sur place, et également donc en Amérique du Nord depuis un peu plus d'1 an. Et on surfe sur la vague du changement de paradigme et de mentalité par rapport à la transition écologique. Il y a encore 15 ans de ça, on ne parlait pas encore beaucoup de transition écologique, d'empreinte carbone. Aujourd'hui, dans tous les journaux quotidiens, on entend parler d'empreinte carbone, que ce soit pour des voitures, pour le traitement des déchets et autres. Et la peinture est également en train de faire sa révolution. Et eCoat a apporté une solution du coup à cette industrie pétrosourcée et carbonée d'aujourd'hui. Vous avez été accompagné? Donc oui, bien sûr, on a été accompagné dès le départ par la région. Donc pendant 3-4 mois avant la création d'eCoat, on a pu bénéficier de l'incubateur PACA Est. Ensuite, après la création, on a rejoint la pépinière d'entreprise à Grasse. Donc on était au milieu de tous ces start-upers. Et donc on a pu bénéficier après de prêts régionaux de la part de RSI. On a eu différentes levées de fonds, que ce soit avec des business angels ou alors d'autres fonds d'investissement. Et donc après on a pu bénéficier de beaucoup de subventions, que ce soit de subventions de l'ADEME, de l'Europe ou alors encore de la région, pour développer les technologies, d'abord à l'échelle de laboratoire, et ensuite pour faire le scale-up, la montée en échelle pour une production industrielle. Et pourquoi Grasse? Donc ça, historiquement, donc le CEO, le président de la société était basé à Sofia. Donc c'est aussi l'avantage de la région, c'est qu'il y avait déjà beaucoup d'entreprises sur le site de Sofia Antipolis.
Il sortait d'une multinationale basée ici. Et, tout simplement, la famille, la présence d'un aéroport qui permet aussi de voyager de manière internationale a fait qu'on est resté ici. D'autant que la région reste très attractive pour attirer les jeunes talents de par le cadre dans lequel on vit. Votre technologie qui permet de verdir la peinture, est-ce que vous l'avez développée en interne ou vous êtes appuyé, vous avez développé des partenariats avec des laboratoires de Nice, de l'université ou d'autres instituts? Non, l'idée était là au départ, après il a fallu la développer. On avait au démarrage zéro connaissance sur le segment de marché qu'on adressait. Donc on a recruté des ingénieurs de recherche, des doctorants. Et donc j'ai moi-même, par exemple, pu faire ma thèse en collaboration avec l'Université de Nice, donc par un programme de 3 ans de recherche pour développer les premières générations. Après, voilà, il y a la première génération, on teste sur le marché, et après, ce sont des itérations, des améliorations que l'on produit par rapport au feedback du marché, quoi. Mais tout ça, c'est un travail de R&D en collaboration avec des partenaires académiques, puis industriels. Ouais. Quelles sont les prochaines étapes ? Donc aujourd'hui, on est passé société à mission pour vraiment mettre la décarbonation au cœur de notre stratégie. Donc on a vraiment vocation à aider tous les fabricants de peinture qui sont nos clients dans cette transition, les aider à faire de l'éco-conception, que ce soit sur la partie vraiment matière première ou même sur le packaging, sur le transport qu'il peut y avoir entre le site industriel ou le magasin de GSB. Et ensuite, c'est accompagner, donc développer cette décarbonation sur le marché d'un point de vue plus global, sachant qu'aujourd'hui l'Europe est plutôt en avance de phase par rapport à la Chine ou la partie nord-américaine. C'est facile de faire passer ce message ? Non, tout le monde sent très bien qu'il y a une vraie mouvance, une vraie tendance vers cette éco-conception, décarbonation. Après, il reste un très fort lobbying de toutes les industries pétrochimiques. On en entend régulièrement passer aux informations. Donc c'est sûr qu'il y a une réticence, une barrière. D'autant que pendant longtemps, biosourcé ou faible empreinte carbone, ça venait avec un premium en termes de coût, mais également de performance. Aujourd'hui, avec la R&D, les optimisations des chaînes d'approvisionnement, le gap qu'il y avait en termes de prix se réduit. Et ça permet d'ouvrir le marché de masse, alors que jusqu'à aujourd'hui, on était plutôt sur un marché de niche. Et le futur, vous avez ouvert une plateforme du côté vers Grenoble. Est-ce que le futur reste ici à Grasse ou vous allez peut-être prendre des locaux ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc pour la partie industrielle, on n'a pas vocation à rester monosite. On reste sur un marché globalisé. On est déjà présent en Chine et aux États-Unis, mais on exporte tous les produits depuis la France. Dans une démarche de réduction d'empreinte carbone, il faudra qu'on ait aussi des sites locaux, à commencer par les États-Unis. Donc ça, ce sera pour la partie industrielle. Créer un site industriel sur la région PACA, clairement, le prix du foncier dans la région reste très élevé. Il faut aussi toute les mutualisations des infrastructures. Il n'y a pas de plateforme chimique à proprement parler dans la région PACA. En revanche, pour la partie siège social et centre R&D, donc on est sorti de l'incubateur en 2015. On a aménagé nos propres locaux via de la location. Mais clairement, dans les quelques années à venir, on a vocation à avoir notre propre site siège social, propre laboratoire R&D, et que ce soit aussi un moyen d'attirer les talents, mais aussi les clients dans notre région. Merci Olivier. Prochaine start-up, prochain start-upper, on va du côté de la planète Mars. Vaste programme. J'ai deviné de qui il s'agit. Bravo. Donc Vincent Desnaux de Teach on Mars. Alors là, est-ce que tu peux raconter ton histoire, comment tu es venu, d'où vient le nom Teach on Mars et comment tu t'es venu cette idée, comment tu es passé du business pole à leader européen du mobile learning? Bon, effectivement, pour resituer un petit peu le contexte, donc Teach on Mars, c'est un éditeur de logiciel, on est dans le business du SaaS, comme on dit, on fait une solution qui permet à nos clients de déployer des académies métiers dans le monde entier. On travaille plutôt avec des grosses entreprises, elles ont toutes plus de 1000 salariés pour la plupart, et plutôt 10 000, 20 000, 50 000, etc. Donc on est plutôt sur le CAC 40, on a nos locaux à Sofia, on a aussi des locaux à Paris, on n'a pas de clients, je pense, dans la région.
Et voilà. Donc, comment ça m'est venu cette idée? À la limite, si je commence l'histoire du début, je dirais qu'il y a 23 ans, ça fait mal de dire ça d'ailleurs, ça commence à faire beaucoup. Il y a 23 ans, je suis parisien, je suis arrivé dans cette région parce que je voulais me rapprocher de la mer, hein, tout simplement. Je fais beaucoup de bateaux, j'adore ça. On a chacun nos motivations. Et comme je suis aussi entrepreneur, j'ai monté une première société à Sophia Antipolis. Je suis ingénieur de formation, donc j'ai monté une boîte dans le logiciel. Le secteur de la formation digitale m'a toujours passionné, intéressé. Donc j'ai monté cette boîte en arrivant là, en novembre 2000. Je l'ai revendue 10 ans après. Elle est toujours à Sophia d'ailleurs, à une société américaine. Et donc, après cette aventure entrepreneuriale de 10 ans, ou à cette époque-là d'ailleurs, puisqu'on parle des relations qu'il y a entre les startups et la région, très franchement, en tant que Parisien, je connaissais absolument personne ici, j'ai pas vraiment eu d'aide et je fais ça un petit peu à la force du poignet. Heureusement, c'était pas du tout le cas pour la deuxième, Teach on Mars. Donc après cette première aventure, j'ai arrêté de bosser pour un petit peu plus d'1 an. J'ai fait un voyage nautique autour de l'Atlantique avec mes enfants. Bien sûr, ça faisait partie de mes grandes motivations. Et en revenant, le secteur de la formation digitale, qui est le secteur de Teach on Mars, c'est un secteur que je connaissais bien. Pendant mon voyage, je suis parti d'Antibes, je suis revenu à Antibes, mais en passant par l'Afrique, les États-Unis, les îles évidemment, etc. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que les ordinateurs pour apprendre, quand on parle de formation digitale, c'était plus trop les PC, quoi. C'était devenu le smartphone. Mais là, on est en 2013. 2013, tout le monde n'a pas un smartphone encore. Hein. On s'en souvient plus maintenant, mais 2013, il y a à peu près 30% de la population qui a un smartphone. Donc là, je me suis dit, il faut réinventer tout le secteur de la formation numérique sur le monde des smartphones pour pouvoir accéder à tous ces gens qui n'ont pas d'ordinateur, que j'ai rencontrés, mais qui ont un smartphone. Au fin fond du Sénégal, par exemple, là où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, les gens avaient quand même des smartphones parce que c'était comme ça qu'ils pouvaient communiquer avec les autres. Donc ça a un peu donné Teach on Mars. Le nom, mais parce que tu connais l'histoire, ça vient aussi de ce voyage-là, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas pour vous montrer les photos, je crois que c'est pas prévu, hein, mais c'est parce que, en arrivant à Cap Canaveral, hein, aux États-Unis, vous savez, le musée spatial de là où décollent toutes les fusées, je suis tombé devant une affiche qui s'appelait Teach on Mars. Donc Teach on Mars, c'est la NASA en fait qui a inventé ce nom, c'est pas moi. Mais c'est vrai qu'en arrivant aux États-Unis, ça faisait déjà presque 1 an que je travaillais plus et franchement, je vivais à moitié nu, sans chaussures, donc j'avais un petit peu oublié le monde des startups. Hein. Mais d'un seul coup, aux États-Unis, je sais pas, c'est les États-Unis, ça fait ce truc-là. Je me suis dit, allez, faut remonter une boîte. Hein. Et puis je suis arrivé devant Teach on Mars, une sorte d'allégorie d'aller former absolument partout grâce à la technologie, parce que c'est une affiche sur laquelle on voit des cosmonautes sur la planète Mars, un prof cosmonaute qui est avec tous ses élèves. Donc voilà, je me suis dit, c'est le nom de code du projet. Et puis un peu plus tard, avec mes associés, parce que j'ai pris 2 associés qui étaient 2 anciens employés de ma première société, on a monté Teach on Mars. Et en fait, on commençait à bosser depuis mon retour de l'Atlantique, donc c'était à la rentrée des classes en fait, hein, pour remettre les enfants à l'école en septembre 2012. Et on a créé en fait la société en juin 2013, donc ça fait d'ailleurs pile 10 ans. Mais on a créé. Je dis ça, je dis rien. Il y a un gâteau d'anniversaire ou pas, non? Et en fait, on a créé le jour où notre premier client nous a dit envoyez-moi la facture, parce qu'on avait commencé à bosser. Bon, là, on n'avait pas de boîte, pas de nom de boîte, rien. Elle s'appelle comment votre boîte? Et puis là, j'ai dit Teach on Mars. C'était un groupe de presse d'ailleurs. Et ça les a fait marrer, donc on est resté sur ce nom-là. Et voilà pourquoi Teach on Mars et d'où vient l'idée. Et comment as-tu commencé? Est-ce que tu as été incubé? Comment tu as fait? Alors oui, on a commencé. Alors déjà, au Teach on Mars, au départ, c'est 3 associés. Là, tout à l'heure, je voyais les pitchs, je suis arrivé sur la fin, mais j'ai vu 2 pitchs de start-up. C'était hyper excitant et ça m'a reporté 23 ans en arrière et puis aussi 10 ans en arrière quand je commençais à pitcher Teach on Mars aussi devant pas trop des investisseurs au départ parce que c'était plutôt de la love money, mais on est trois cofondateurs, on va dire. On est allé au Business Pole, on a fait l'ouverture d'un bâtiment à Sofia qui s'appelle le Business Pole, qui a vu beaucoup de start-up depuis et qui est un endroit qui nous a vraiment permis de se sentir bien, d'être très entouré. On a été au contact d'incubateurs, Télécom Paris Tech. On était très au contact aussi de toutes les aides de la région et là, elle s'était beaucoup développée. L'INPI était devenu BPI. J'en vois au fond de la salle des anciens que j'ai connus et beaucoup d'aides, un accès facile vraiment à tous ces gens qui sont là pour aider les startups de la région, pour trouver des financements, pour compléter des financements d'investisseurs, pour trouver des services. Et puis typiquement au Business Pole, beaucoup de chaleur humaine aussi et ça compte énormément, je pense, quand on démarre. Donc on a démarré à 3. Puis voilà, je passe toutes les étapes parce que oui, je suis bavard, mais
au bout d'un moment, on est parti parce qu'on avait on avait tellement cru. Là aujourd'hui, on est une grosse soixantaine, mais on est parti quand on était une trentaine, parce que là, on prenait tout un étage, donc c'était plus possible. C'était pas vraiment l'objectif du business pôle. Donc là, on a pris nos locaux dans Sofia, où on est toujours à Sofia, parce qu'on trouve que c'est un bon endroit. Enfin, quoi qu'ici on est à Nice, c'est vrai, Nice c'est sûrement un bon endroit aussi, mais je le connais pas. Mais parce que j'habite Antibes, mais Sofia, c'est vrai que c'est une belle technopole et beaucoup d'ingénieurs. Nous, on recrute beaucoup d'ingénieurs, donc c'est-à-dire pour recruter, c'est chouette. Tu l'as cité, mais pareil, l'endroit est sympa. Donc, on recrute même des Parisiens et des gens de partout. C'est assez facile de leur dire venez ici, c'est sympa. Ce serait peut-être plus dur dans d'autres régions, mais voilà. Et du coup, ça m'a fait penser. J'ai oublié le fil de ma pensée. Tu as développé l'entreprise et maintenant vous êtes présent aussi en Europe, dans plusieurs pays. Oui, alors déjà en usage, on est présent vraiment dans le monde entier parce que j'ai pas cité de clients, mais nos clients ce sont des sociétés. On en a pas mal dans le luxe, par exemple dans le retail, comme Dior, comme Clarins, L'Oréal, pratiquement toutes les marques du groupe LVMH, etc. Bon, et d'autres encore. Dans la banque aussi. À chaque fois, les déploiements. Ils sont mondiaux en fait, hein. Donc on a des utilisateurs aux États-Unis, en Asie beaucoup, dans toute l'Europe. Après nous, on a l'établissement de Sofia qui est notre siège. On a un établissement à Paris aussi parce que pour les clients français, ils sont tous multinationaux, donc à peu près tous à Paris. Ça c'est sûr que c'est un inconvénient d'ici, mais bon, il y a le train, il y a l'aéroport, on peut se déplacer. Puis maintenant avec la visio, c'est plus vraiment un problème, ça l'était un petit peu plus il y a 10 ans. Et voilà, on a aussi un bureau à Londres pour nos clients de cette zone-là. Mais oui, voilà. Tu n'as jamais eu envie de délocaliser l'entreprise ? Non, délocaliser, il n'y a aucun intérêt pour le moment parce que ici on trouve tout le terreau, on va dire. Nous, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de recruter des chefs de projet. Tout ça, il y a ici. Les fonctions commerciales, il y en a un petit peu moins. Mais on les recrute ailleurs, on les recrute à Paris. Puis maintenant, la notion en plus de territoire pour recruter, elle est un peu relativisée aussi avec l'hybride. Nous, on est quand même dans le numérique, donc je ne suis pas très très fan du full remote parce que j'aime bien la notion de... Je pense que c'est encore important d'avoir un bâtiment, et je le vois après toute la période Covid aussi, où tout le monde a été en full remote, mais il y avait beaucoup d'avantages, mais il y avait aussi des inconvénients, et c'était pas toujours facile de recréer le lien. Donc la notion de bâtiment, la notion de territoire, la notion de pouvoir se retrouver, elle est importante. Même si nous, on est très largement en hybride parce que mes salariés, ils viennent en moyenne 1 jour et demi par semaine. Hein, donc c'est quand même très en présentiel. Hein, donc et tout le reste étant... Après, ça dépend un peu des métiers aussi. Mais donc non, pas question de délocaliser. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui a été le plus gros accélérateur ? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans ton développement ? Par rapport à la région ou en général dans... Par rapport à la région. Alors, par rapport à la région, quand même, je cite toutes les équipes de BPI, qui étaient déjà ici à l'Arenas et qui ont fait un travail absolument dingue. Enfin, franchement, s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'on n'aurait pas eu cette solidité, cette croissance dès le départ, quand le BFR augmente très vite, quand vraiment on a besoin de sous, quand on a besoin aussi de labels, parce que voilà, quand on est choisi aussi par la BPI, il y a eu la région aussi. Bon là, je vous passe plein d'étapes, mais on a fait 3 levées de fonds. La dernière, il y a aussi un Région Sud Investissement. Je ne sais pas s'il y a des gens de RSI ici ce soir, mais qui est un fonds de la région qui est rentré aussi dans le capital de Teach on Mars il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et ça, c'est un soutien aussi de la région parce que c'est pas un fonds comme les autres, c'est quand même un fonds qui est là, certes pour faire des investissements rentables, mais aussi quand même pour soutenir les startups du territoire et développer l'économie ici. Donc. C'est important d'avoir un fonds régional qui comprend bien les spécificités du territoire. Ah oui, moi j'adore, parce que je vais pas faire j'ai aussi un fonds parisien très classique au capital, mais on sent que c'est pas la même logique, on sent beaucoup de bienveillance et c'est vraiment un objectif, encore une fois, de dynamiser l'économie, et c'est pas purement retour sur investissement, même si c'est une notion évidemment essentielle quand on fait un investissement. Voilà. Super. Donc, ouais. Merci à toi. On va passer à Marion Landes. C'est GoMécano. Alors GoMécano, c'est une start-up fondée par Alexandre Nives et Mathias Boutsen, qui est bien le neveu, c'est ça, du célèbre pilote de Formule 1. Donc quelque part, ça reste dans la famille, le côté mécanique. L'idée, c'est de dépanner à domicile ou à n'importe quel lieu des voitures. C'est tout à fait ça.
Alors, je ne suis pas Alexandre et je ne suis pas Mathias. Je suis Marion, la directrice marketing et digitale de Go Mécano. Et je suis avec Go Mécano depuis plus de 4 ans, sur 6. Donc, je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour parler de leur success story. Et effectivement, Alexandre et Mathias, ce sont des amis d'enfance. Ils se connaissent depuis qu'ils sont au collège, pour ne rien vous cacher. Je crois que c'est la 6e. Ils ont une trentaine d'années maintenant. Et bon, leur adolescence les a menés par différents endroits. Et un jour, Alexandre est revenu dans la région et il a eu un problème de voiture. C'était un samedi après-midi, on connaît tous ça. La voiture est impossible de la démarrer, il n'arrivait pas à trouver de réparateur. Et il s'est souvenu que son meilleur pote Mathias était mécanicien. Donc effectivement, Mathias, neveu de Thierry Boutsen, pilote de Formule 1 belge, qui a été médaillé d'or plus d'une fois, champion du monde également, qui a toujours baigné dans la mécanique. Lui, c'est vraiment son dada. Il est arrivé, il a résolu le problème en 2 temps 3 mouvements. C'est un professionnel, donc bien sûr, pour lui, c'était très, très facile. Et là, Alexandre a dit, on devrait tous avoir un Mathias dans sa poche. C'était 2016. Go Mécano était né. La société a été créée en 2017. Et depuis, maintenant, nous sommes présents partout en France. Nous intervenons sur tout type de véhicules, thermiques, hybrides ou électriques, pour des particuliers, pour des flottes d'entreprises, pour des loueurs et même pour des néo-constructeurs. Les néo-constructeurs, ce sont des enseignes qui arrivent sur le marché français sans du tout atelier de SAV. Et du coup, c'est Go Mécano qui est garant de la garantie constructeur et qui intervient au nom du constructeur pour réparer et entretenir les véhicules. Alors, Go Mécano a été suivi, incubé. Ah oui. Vous nous expliquez un peu? Je crois que Go Mécano a franchi à peu près toutes les étapes de l'accompagnement en région. Donc ça marche. Donc ça marche. Ils ont commencé donc dans leur chambre tous les deux. Donc il y avait Mathias sur le terrain, Alexandre qui était derrière avec vraiment le POC le plus simple possible. C'était un site vitrine avec un message du genre: vous voulez faire entretenir votre voiture, appelez le 04 93. Derrière le 04 93, il y avait Alexandre qui envoyait Mathias faire les interventions. C'est ça l'histoire. Je crois que les tout premiers à s'être positionnés, pour ne rien vous cacher, c'est Initiative Sophia Antipolis qui a financé la première camionnette Go Mécano. Et c'est comme ça qu'on a pu voir nos couleurs un peu partout dans Roquefort-les-Pins, puis après dans les Alpes-Maritimes. Et puis après, il y a eu les incubateurs, il y a eu le réseau Entreprendre, il y a eu Ardent, il y a eu aussi Région Sud Investissement, il y a eu du coup après les fonds qui sont liés, Smalt et Turenne Capital, il y a eu Sophia Business Angel, il y a eu plusieurs levées de fonds avec vraiment des acteurs en local. Il y a eu BPI, il y a eu, je crois sincèrement qu'on a été... Pardon ? Ah, pardon. Je crois qu'on a été vraiment accompagnés par tous les acteurs qui, à chacun, a su nous accompagner à un moment où Go Mécano en avait vraiment besoin. Et c'est ce qui a fait qu'on est aujourd'hui... On n'est pas beaucoup en interne, on n'est qu'une vingtaine. Par contre, on a plus de 200 mécaniciens partout en France. C'est ce qui a permis d'occuper le terrain. On est leader français maintenant. On a la chance d'occuper des marchés que certaines grandes enseignes n'occupent pas encore. On est très très fiers de cela. Et tout ça, c'est parce qu'on a su être accompagnés à l'instant T avec exactement le dispositif qu'il fallait pour passer un gap, pour passer une étape. Mais c'est pas facile de trouver le bon dispositif au bon moment. Non, pas du tout. C'est pour ça que tout ce qui était incubateur, tout ce qui était réseau, tout ce qui était accompagnement a vraiment su jouer. Et Alexandre, ça c'est vraiment lui qui était en avant de tout ça, a vraiment su être à l'écoute de tout ça et de savoir vraiment activer les bonnes ficelles au bon moment. Ça veut dire qu'on doit être en veille tout le temps. Tout le temps. Et être à l'écoute. Alors il faut pas... Le dernier qui a parlé n'a pas forcément raison. N'est-ce pas ? Par contre, il faut toujours être à l'écoute de tout ce qui se passe parce qu'effectivement, il y en a dans la salle, il y a eu des conseils qui sont venus d'entités privées qui ont été tellement excellents et tellement à propos. Alexandre a su les prendre à la volée et pour ensuite les faire appliquer avec Mathias dans leur concept et derrière ça a pris. C'est ce qu'on disait en début d'après-midi sur une autre table ronde, c'est qu'il n'y a pas spécialement de rivalité, enfin il n'y a pas de rivalité entre les différentes structures. Au contraire, si une start-up ne convient pas à une structure, elle sera redirigée vers une autre avec bienveillance et surtout... En théorie, tout à fait, effectivement, parce qu'un accompagnement doit convenir à un porteur, doit convenir à une start-up. Et je le sais d'autant plus, c'est que j'avais la direction de l'incubateur Télécom Paris. J'ai reçu énormément de projets
dans les projets, vous aurez compris qu'il y avait Go Mécano, bien sûr. C'est pour ça qu'on est toujours ensemble maintenant. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un matching avec le porteur de projet et avec l'idée. Il faut être capable d'avoir son propre background pour avoir les bons conseils, et le porteur doit avoir confiance en son interlocuteur. Donc si jamais il y a des start-upers dans la salle, des porteurs dans la salle qui ont besoin de cet accompagnement-là, n'ayez pas peur de dire je sens que ça va pas le faire, je suis désolée, c'est pas contre vous, mais je sens que ça va pas le faire. Est-ce que vous auriez un autre contact? Parce que moi, ce que je recherche, c'est plutôt ça. Et naturellement, votre interlocuteur va le faire, naturellement. Mais le problème, c'est est-on capable de savoir de ce dont on a besoin vraiment? On le ressent. On n'est pas toujours capable, je parle sous votre contrôle, on n'est pas toujours capable de mettre des mots dessus, mais on a toujours ce ressenti de ça va pas comme je veux, ça va pas dans le sens que j'aimerais, ou je souhaiterais vraiment partir dans telle ou telle direction. Peut-être que je me trompe, mais je sens que c'est le bon chemin pour y aller. Et du coup, dans ces cas-là, il faut activer cette sonnette-là. Où en est Go Mécano maintenant? Parce qu'il y a une levée de fonds qui a eu lieu il n'y a pas trop longtemps. Toujours à Roquefort, mais à Sofia. Ah, c'est une start-up de Roquefort, mais qui est basée déjà exactement à Sofia. Oui. Et est-ce que là où vous êtes partout en France, oui. Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce que de s'installer ailleurs? Comment vous faites? Comment vous fonctionnez? Alors, il n'est pas du tout prévu que nous quittions... Alors, pour le coup, nous, c'est la Casa. Il n'est pas du tout prévu que nous quittions la Casa. La Casa a vraiment fait beaucoup pour nous. Et puis, vraiment, on a tous ces acteurs qui nous accompagnent. Donc, ce serait vraiment dommage de quitter maintenant. On en a parlé, on s'est vraiment posé la question, puisqu'on a été aussi accompagné par l'accélérateur, le Move Lab à la station F. Donc forcément, ça donne plein d'idées différentes. Puis finalement, on s'est dit que non, on était vraiment d'ici et on restait là. En revanche, s'il y avait peut-être un petit frein, bien que je ne suis pas certaine que ce soit le bon terme, mais ouais, quelque chose qui nous fait avancer un tout petit peu moins vite, c'est peut-être, nous, le recrutement. Je suis moins dithyrambique que Vincent. On a du mal, nous, depuis le Covid, à recruter des personnes en interne pour pouvoir accompagner un portefeuille de clients, par exemple. Là, on a vraiment beaucoup plus de mal. C'est le petit point de détail, alors qu'on se dit, peut-être est-ce faux, mais on se dit qu'à Paris, ce serait plus simple, par exemple. Mais c'est notre point de détail. Donc, je vais prendre conseil auprès de mes confrères sur comment ils font pour les faire venir ici, parce que ça m'intéresse lourdement. Nous, on a vraiment l'intention de rester là et vraiment l'intention de se développer d'ici. Vincent, un truc. Je signalais d'ailleurs que nous, on recrutait des ingénieurs et que ça, c'était plutôt facile sur la Technopole, parce que c'est un gros réservoir d'ingénieurs. Il y a beaucoup de sociétés qu'on emploie, et d'ailleurs qui les attirent de l'étranger, y compris les sociétés américaines. Mais j'ai précisé que les commerciaux, c'était plus compliqué. Mais on a un établissement parisien et c'est plutôt là-bas qu'on les recrute. Bien qu'il y en ait ici aussi, ça dépend des profils. Après, faire venir... si, quand même. Nous, on a eu beaucoup de transfuges, des gens qu'on avait recrutés à Paris, par exemple. Puis, à force de venir faire les fêtes dans le sud, parce qu'on fait bien sûr tous nos winter camps, nos summer camps ici, la région est absolument fabuleuse. On fait venir nos clients aussi. On fait venir chaque année une centaine de clients ici sur la Côte d'Azur. Ils ont des étoiles dans les yeux. On les amène sur les plus beaux spots, que ce soit la montagne ou la mer. Enfin, tu sais leur parler. Donc, mais oui, mais en fait, c'est facile quand on a cette région-là. Et je le dis en plus, en tant que Parisien, j'avais l'impression de vivre au paradis tous les jours. Alors, c'est peut-être un peu idéaliste, mais quand on est parisien, pouvoir tous les jours, je me rappelle la première boîte, aller à la plage tous les jours, c'est un concept qui est un peu... Non, franchement. Donc je vais mettre ça dans mes annonces. Tu vas aller nager le soir, viens chez moi et puis tu vas voir, ça va être vachement canon. Ouais, globalement, les gens se laissent convaincre facilement. Mais il y a un petit peu moins cette notion parce qu'on a pris l'habitude de travailler aussi en remote. Mais dans ta société, c'est peut-être un peu différent. Enfin, Go Mécano, voilà. On n'y arrive pas. On a essayé. Covid a obligé, puisque nous, pour le coup, on a vécu le confinement comme une opportunité. C'est dommage qu'on en soit arrivé là pour que ce soit une opportunité pour nous. Mais par contre, effectivement, on a vraiment très très mal vécu le remote parce que on était encore au stade où il fallait qu'on se parle entre nous. On était la petite start-up qui avait besoin de communiquer à outrance. Et là, le remote nous a un petit peu bloqué. Donc pour nous, c'est pas très très au point. Oui, je pense que ici, il y a peut-être des entrepreneurs, ceux qu'on pitchait tout à l'heure et qui vont démarrer une aventure entrepreneuriale. Je leur conseille vraiment pas d'essayer le remote là-dessus parce qu'on a besoin d'une telle vitesse, d'une telle créativité au début. Le remote, il vient après quand on se structure, je pense. Après, tout est possible, tous les chemins sont possibles, mais je pense pas que ce soit un gros avantage en tout cas. C'est la friction des cerveaux qui fait avancer l'entreprise. Voilà. Et souvent le hasard aussi, des fois des idées. Sérendipité, c'est ça. Je tenais à souligner que le principe de Go Mécano, c'est de fonctionner avec un réseau de garagistes indépendants à qui vous garantissez
un revenu minimum et un planning bien chargé aussi, non? Alors on est tenu, on ne peut pas tout charger comme on veut parce qu'on respecte la réglementation en vigueur, bien sûr. Mais oui, tous nos mécaniciens sont des indépendants, sont tous des professionnels diplômés qui ont plus de 5 ans, qui sont vraiment triés sur le volet. Ils passent, on a un parcours de partenariat qui n'est pas très très long, mais qui est très très pointu désormais. On l'a vraiment affûté. Et du coup, on passe entre différentes mains avec différentes visions pour voir si effectivement le mécanicien va être capable de tenir la distance. Et puis derrière, alors ça, il ne faudra pas trop en parler autour de nous, on cherche des mécanos. Donc si vous en avez autour de vous, n'hésitez pas à venir, mais dites pas ce que je vais vous dire là. on envoie les 3 premières, on choisit vraiment très très précisément les 3 premières interventions. Une intervention très très simple pour voir si déjà en termes d'attitude client, de bienséance client, tout va bien. C'est souvent sur des clients que l'on choisit aussi, ça aussi ne le dites pas, pour avoir leur retour plus facilement. Et ensuite sur une intervention très compliquée. Très très compliquée. Et pour ça, pour assurer quand même le SAV au cas où il y aurait une erreur, il y a toujours notre responsable technique qui est derrière prêt à intervenir pour justement aller et le guider au cas où il y a un problème sur le véhicule, mais ça fait partie de notre processus. Et si à la fin de ces 3 interventions, le mécanicien a bien fonctionné, on a des retours positifs, ou en tout cas il a su gérer, on continue ensemble. Super. Prochaine étape? Prochaine étape, alors vraiment stabiliser le réseau français, vraiment. Là, on veut être partout en France, même dans le plus petit village, le plus petit isolé. On veut que chacun des Français puisse pouvoir entretenir son véhicule, quel qu'il soit, de la bonne manière, simplement, et à un tarif abordable. Ça, c'est vraiment notre credo à l'heure actuelle. Le client sait dès le début, oui. Il a le devis qui ne va pas bouger? Non. Si jamais le devis doit changer, parce que parfois au démontage il se passe quelque chose, c'est toujours sur recommandation du mécanicien. Le client est forcément informé, mais comme ça nous recrée une transaction avec une facturation à part, le client est forcément informé et forcément valide avant l'intervention du mécanicien. Donc ça permet vraiment une clarté pour le client et pour le mécanicien aussi, puisque quand on envoie un mécanicien, on lui dit c'est pour telle intervention, il y a X heures de main-d'œuvre basées sur le temps barème constructeur, donc ce n'est pas des heures qui viennent qu'on tire de notre chapeau. Le taux de main-d'œuvre est le même partout en France, donc en fait tout le monde sait exactement combien il va payer, pourquoi et combien il va recevoir. Merci Marion. Avec plaisir. L'étape suivante, la start-up suivante, elle a été créée en 2017, c'est ça? 2018. Ouais. Et c'est un très bel exemple de start-up où différentes synergies, c'était vraiment, tout était aligné. Il y a le centre scientifique de Monaco, ouais. Il y a Monacotech, il y a vous, la trouvaille, la techno que vous avez développée. Rachid, vous me parlez un peu de Coraliotech, s'il vous plaît? Oui, Coraliotech. Donc c'est vraiment difficile. On a hésité longtemps avant d'y aller, mais alors oui, Coraliotech, c'est une société donc de biotechnologie marine. Mais avant d'expliquer ce qu'on fait, je crois que l'historique effectivement est intéressant dans le sens où moi je suis chercheur en génétique et en biotechnologie et je suis arrivé à Monaco pour travailler au sein du centre scientifique de Monaco, qui est le centre de recherche académique de la principauté, sur ces pathologies génétiques. Donc je suis un peu éloigné au début du monde marin. Mais je suis arrivé avec une technologie particulière qui a intéressé effectivement les équipes de biologie marine, qui sont immédiatement venues me voir dès notre installation là-bas, pour nous demander s'il était possible d'utiliser notre technologie pour produire des molécules coralliennes à grande échelle et de façon relativement pure. Ce qui est compliqué pour un laboratoire R&D classique, de passer à ces niveaux pilotes de production. Or, moi, j'avais travaillé dans les essais précliniques sur l'humain, sur ce genre de technologie, et donc on maîtrisait ça. Donc j'aurais dit, OK, il n'y a aucun souci, on va débuter une collaboration scientifique où on va effectivement produire une molécule corallienne pour vous avec notre techno. Et il s'est avéré au cours des productions qu'on a remarqué des propriétés particulières de cette molécule. Mon technicien n'arrêtait pas à l'époque de me dire, écoute, les cellules qui produisent cette molécule ne veulent pas mourir. Bon. Donc c'est peut-être anecdotique pour tout le monde, mais ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et donc on a investigué un peu plus et on a découvert effectivement une propriété très intéressante de protection de la peau, et en particulier de protection UV très puissante. Et c'est là où j'ai décidé de ne pas passer à côté de cette innovation et de proposer donc de poser un brevet qui a été posé avec le Centre scientifique de Monaco en copropriétaire. Et au même moment, on a eu une visite du groupe L'Oréal
qui est arrivé au CSM pour travailler sur des problématiques d'écotoxicologie, justement sur les produits cosmétiques qui ont la fâcheuse tendance à, peut-être certains, avoir des impacts négatifs sur la faune et la flore marine. Et là, il s'est avéré que nous, c'était un produit naturel, issu du corail, etc., qu'on était capable de produire. Et donc, ils nous ont de suite dit, écoutez, on est très intéressés par cette molécule, comment on peut travailler ensemble. Et alors, ce qui s'est passé pour la création de l'entreprise, c'est deux choses. La première, c'est qu'effectivement, le centre scientifique est revenu avec une liste de molécules. Il m'a demandé s'il était possible également de produire toutes ces molécules. Donc, j'ai dit que je n'étais pas là pour ça, mais qu'on va y réfléchir. Et deuxièmement, L'Oréal nous a dit qu'il préférait effectivement contractualiser, si c'est possible, avec une société, plutôt qu'avec l'État, qui est beaucoup plus difficile, le centre académique. Et c'est ça qui a conduit, ça m'a conduit directement à proposer au centre scientifique s'il n'y avait pas la possibilité de valoriser leur recherche dans le cadre d'une activité commerciale. Et ils ont sauté sur l'occasion en me disant oui, on veut y aller, donc on va te soutenir. Donc si tu veux créer ta société, vas-y. D'ailleurs, on est en juin 2017. En juillet 2017, c'est-à-dire un peu moins d'un mois après, il y a Monacotech qui vient de se créer. Ça serait bien que tu puisses postuler pour créer ta start-up au sein de cet incubateur accélérateur monégasque. Donc j'ai immédiatement postulé. J'étais encore en poste, j'étais directeur scientifique d'une start-up à l'époque, francilienne, qui travaillait justement en collaboration avec le centre scientifique. Et donc j'ai fait ce dossier et j'ai été effectivement accepté en septembre. Et je suis depuis le départ l'un des premiers start-upers de Monacotech. Et après 10 mois d'incubation, on a créé officiellement la société en septembre 2018. Et on l'a créée parce qu'au même moment, un business angel monégasque qui subventionnait la recherche scientifique du centre scientifique est tombé amoureux du projet. Donc c'est vrai que vous aviez raison sur le fait que tout s'est aligné en quelques mois, c'est-à-dire effectivement cette proposition de créer la société, L'Oréal qui attendait impatiemment la création, le business angel qui est arrivé, qui m'a assuré d'un fonds conséquent des créations dès le départ de la société. J'avais l'impression que tout était aligné pour y aller, quoi. Et c'est à ce moment-là donc, que la société a été créée. C'est de cette façon-là qu'on a décidé de créer Coraliotech. Et où en êtes-vous maintenant ? Alors, on a contractualisé effectivement avec L'Oréal 6 mois après la création. Et aujourd'hui, on développe plusieurs autres molécules. Alors, je dois préciser quand même quelque chose d'important sur la façon dont on produit ces molécules. Nous, on ne touche pas au corail. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'extraction, on n'a pas besoin de fermes de coraux en aquarium, etc., etc. Nous, on travaille sur des séquences génétiques qui sont initialement totalement dématérialisées, que les chercheurs scientifiques qui, eux, travaillent sur des petites boutures coralliennes sont capables d'extraire l'information génétique et de nous donner une clé USB dans laquelle il y a des séquences génétiques coralliennes spécifiques. Et aujourd'hui, on a bâti une base de données génétiques qui possède près de 15 000 séquences génétiques coralliennes dans laquelle, avec des logiciels d'intelligence artificielle, des outils bioinformatiques très puissants, on est capable d'aller sélectionner des séquences qui vont donner un produit qui va répondre à certains secteurs d'activité. Vous pouvez nous donner un exemple ? Par exemple, le secteur sur lequel aujourd'hui on a signé des contrats, c'est le secteur cosmétique, parce qu'on a trouvé énormément de molécules qui leur parlent, le collagène, les molécules anti-UV, etc. Et donc, ce secteur-là, c'est un secteur d'accès au marché rapide, contrairement à la pharma, puisque c'est aussi l'un des objectifs de Coraliotech de s'ouvrir vers la pharma dans quelques mois ou années. Et puis, il y a les secteurs de l'industrie verte aussi qui sont intéressés par tout l'aspect enzymatique issu des enzymes. Et donc aujourd'hui, après la signature des contrats, il y a un peu plus d'1 an maintenant, eh bien, les clients vont souhaiter que l'on leur produise les molécules à l'échelle industrielle et selon les bonnes pratiques de fabrication. Et donc, avec le gouvernement monégasque aujourd'hui, on est en train de faire une levée de fonds conséquente pour acquérir un laboratoire au sein de Monaco qui va aller du corail en culture en aquarium jusqu'à la salle blanche de production industrielle. Donc voilà, c'est un local en ce moment. On a commencé les travaux avec l'architecte et normalement, d'ici début 2024, on devrait être en mesure de pouvoir rentrer dans ces nouveaux locaux et commencer vraiment à travailler sur toute la chaîne, depuis l'identification des molécules sur leur production industrielle. Et la levée de fonds ? Alors la levée de fonds, je suis en plein dedans en ce moment. Elle va consister à diversifier
les sources de financement. Il y a effectivement des investisseurs privés qui se sont déjà rapprochés de nous pour mettre certains pourcentages, une certaine somme dans la société. Il y a effectivement l'établissement bancaire avec qui nous avions déjà eu la chance d'avoir un prêt assez tôt. Il nous a fait confiance. Il y a des formules à Monaco qui permettent une garantie par l'État, ce qui est important aussi. Ça permet de rassurer un peu plus les établissements bancaires sur les prêts. Et puis, on a aussi bénéficié de subventions monégasques, notamment les fonds monégasques à l'innovation, qui sont d'ailleurs expertisés par le BPI France. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on essaie de trouver ces fonds diversifiés par le biais d'investisseurs privés. On va aussi, il y a une forte probabilité qu'il puisse y avoir des family office monégasques. Parce que oui, il faut savoir que d'un point de vue capitalistique, Coraliotech est un peu particulier à Monaco puisqu'on a une structure étatique au capital, le CSM, ce qui était une première à Monaco. Ça a nécessité 1 an de palabres avec le palais pour qu'ils puissent changer un peu la loi et faire en sorte qu'une structure d'État rentre au capital. Donc ça rassure beaucoup les investisseurs, évidemment. Ça joue beaucoup. Et donc on essaie, si vous voulez, par ce biais-là, de trouver un capital qui soit construit autour un peu de cet aspect un peu, je dirais pas politique parce que c'est pas ça, mais monaco-monégasque, quoi. Voilà, c'est un peu la société qui a pour vocation, avant toute chose, de valoriser la recherche qui se fait au sein du centre scientifique de Monaco. L'idée qui se cache derrière, c'est qu'il y a un centre de recherche scientifique qui travaille sur des choses fondamentales, l'écologie, la biologie corallienne. Et puis, il y a un centre privé de valorisation de cette recherche qui permet, à partir des ressources coralliennes ou autres, de valoriser ces ressources-là pour divers secteurs d'activité. Et faire comme ça un espèce de cercle vertueux où on valorise la recherche pour l'économie et le social. Et ça fait comme ça un espèce de retour sur investissement auprès des chercheurs pour qu'ils puissent continuer leur recherche. Donc c'est comme ça que Coraliotech s'est inscrit dans l'esprit de Monaco, de la principauté, du gouvernement monégasque et des investisseurs qui nous suivent. Et vous êtes allé quand même assez vite parce que développer des molécules, les commercialiser, contracter, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors attention, c'est une formule d'investissement particulier que je suis arrivé, d'ailleurs à ma grande surprise, à faire accepter aux investisseurs, mais également aux clients. C'est-à-dire qu'à partir d'une simple séquence génétique, il y a des investisseurs et des clients qui ont cru dans le projet et qui ont mis l'argent en amont pour co-développer avec nous ces molécules. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu l'occasion de piocher dans notre trésorerie pour suivre les différentes étapes de fabrication, évaluation toxicologique, fonctionnelle, valorisation, etc. Ils ont apporté l'argent en amont sur une confiance liée à nos outils bioinformatiques, puisque par exemple, on a été, nous aussi, extrêmement surpris de voir que les molécules que l'on produit, qui sont donc d'origine génétique, appartiennent à cette grande classe de molécules qu'on appelle les peptides, polypeptides, etc. Et on est capable aujourd'hui de recréer la structure tridimensionnelle de ces molécules. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les compare à des molécules connues chez l'homme. Et à notre grande surprise, chez le corail, il y a des homologies incroyablement fortes. Jusqu'à 90 à 95% de structures homologues dans la structure 3D. Et on sait, les biologistes le savent bien, que plus la structure 3D est homologue d'une molécule et plus sa fonction risque d'être vraie. Et donc, effectivement, ça rassure beaucoup les connaisseurs. Et on sait aujourd'hui, d'ailleurs les tests fonctionnels le prouvent, on est arrivé très rapidement à prouver que ces molécules étaient fonctionnelles. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on ne casse pas le corail puisqu'on travaille donc sur les séquences génétiques. Donc, il y a cette éco-responsabilité qui plaît aussi beaucoup par le fait qu'on ne va pas extraire des milieux. Et il y a le fait que ces molécules sont produites par une technologie que la plupart des cosmétiques aujourd'hui ne connaissent pas, parce qu'ils font essentiellement des extraits. Et nous, on utilise une approche plutôt pharma. Et donc, les molécules que l'on produit sont des molécules natives, c'est-à-dire elles conservent leur structure fonctionnelle. Elles ne sont pas dénaturées, elles ne sont pas réchauffées, elles ne sont pas mélangées à des choses.
Et donc ça, c'est une nouvelle approche. Et aujourd'hui, sur ce secteur très particulier des ingrédients bioactifs, et en particulier d'origine corallienne, il n'y a pas de concurrence au monde. Vous jouez sur du velours? Donc il n'y a personne qui fait ça. J'ai été extrêmement surpris moi aussi de l'apprendre. Je l'ai appris aussi par des groupes cosmétiques qui me l'ont dit. Ils ont fait leur recherche en amont, ils sont venus me dire qu'ils n'ont pas trouvé. Donc c'est un secteur effectivement nouveau qui combine une approche pharma pour pouvoir répondre à des exigences cosmétiques qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, en particulier dans la recherche de nouveautés, d'innovations, etc. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui et ça a l'air de bien accrocher en tout cas. Et je pense qu'on va encore développer notre pipeline de produits dans les années à venir de façon exponentielle. Alors, Monaco oblige, je ne vais pas dire que vous avez une voie royale qui s'ouvre à vous, mais une voie princière qui est bien partie, c'est ça? Ah oui, de toute façon, ça ne pouvait être créé qu'à Monaco. Donc là, effectivement, localement, Coralliotech s'intègre parfaitement dans l'écosystème monégasque. Et d'ailleurs, je remercie aussi beaucoup les acteurs Monacotech qui ont beaucoup aidé parce que bon, je viens d'un secteur, la recherche, qui est un peu éloigné de l'entrepreneuriat au départ. Mais j'ai appris au sein de Monacotech comment organiser, structurer la société, à quel type de problématiques j'allais être confronté, en particulier tout ce qui est valorisation, propriété intellectuelle. Donc je me suis là aussi entouré de structures. Il y a le cabinet Outier, par exemple, avec qui on travaille sur la propriété intellectuelle, qui m'a beaucoup aidé à formater un peu tout ce qui est brevet, enveloppe solo, marque, etc. Les secrets de fabrication aussi, parce qu'on garde nos secrets de fabrication bien au chaud. Ça a été d'ailleurs une des problématiques de négociation avec des groupes comme L'Oréal, qui voulaient tout prendre. Et donc ça, c'était une négociation vraiment difficile. Et j'ai pas lâché. Mais du coup, voilà, effectivement, on s'intègre parfaitement dans cet écosystème aujourd'hui. Et je pense que le soutien monégasque, pour l'instant, il y est. Par les interventions, par les subventions, par le fait d'avoir trouvé ce local d'une certaine dimension quand même à Monaco, prouve qu'il y a une volonté d'aller vers ce type d'activité et de valoriser en tout cas la recherche qui se fait chez eux sur ces aspects biotechnologiques. On reparlera de vous à l'occasion de la levée de fonds et de l'inauguration des nouveaux locaux alors. Oui. On a vu, il y a une grande diversité de start-up. On a mécaniciens à domicile, de la peinture biosourcée, verte, un éditeur de logiciels, des biotechnologies. Et toi, Charles, c'est modérer, une application qui modère les contenus haineux en ligne, c'est ça Bonsoir. Ouais, c'est ça. Donc chez Bodyguard, on développe des technologies qui protègent les particuliers et les entreprises des contenus haineux, toxiques sur leurs réseaux sociaux. Et c'est très important en ce moment parce que ça fait bien l'actualité, malheureusement. Et c'est malheureusement tout le temps d'actualité. Donc j'ai commencé en fait tout seul dans ma chambre en 2018 à développer une technologie qui était capable de repérer ces contenus haineux sur Internet. Je l'ai mise dans une application mobile gratuite qui s'appelle Bodyguard et qui protège en temps réel les particuliers des contenus haineux directement sur leurs réseaux sociaux. Donc c'est un moment très particulier parce que je devais avoir 19-20 ans à l'époque, sans avoir fait d'études, sans réseau, dans la chambre chez mes parents, avec simplement une expérience de programmation, parce que j'avais commencé la programmation à l'âge de 10 ans. Et je me retrouve avec cette application qui, finalement, marche très bien et très vite, parce que on a des utilisateurs rapidement comme Bilal Hassani qui ont des vrais besoins de protection sur les réseaux sociaux, et d'autres créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et de là part une certaine médiatisation de l'application mobile Bodyguard, qui fait que je me retrouve à avoir beaucoup de demandes d'investisseurs. Donc des demandes entrantes d'investisseurs, ce qui sont généralement des bons problèmes, parce que c'est pas à nous d'aller les chercher, et c'est les investisseurs qui viennent à vous. Et donc là, je rentre dans un monde qui est totalement nouveau, c'est-à-dire que je dois rentrer en levée de fonds. Je fais une première levée de fonds en fin 2019 d'à peu près 2,4 millions d'euros, avec des fonds européens et des fonds parisiens, et avec l'appui de la BPI
à Nice. Tu étais seul ou tu étais déjà Ouais, accompagné? tout seul, ouais. Donc, levée de fonds assez surréaliste parce que je suis tout seul, j'ai 20 ans, j'ai 0 de chiffre d'affaires, je lève avec peut-être 3 slides sur un deck, sans business plan, sans rien, mais uniquement parce que j'ai 100 000 utilisateurs sur l'appli et des gens très connus et une centaine d'articles qui parlent de Bodyguard. Également, à ce moment-là, je rentre dans l'accélérateur Alliance qui m'a beaucoup aidé en fait qui m'a aidé à gagner en crédibilité. Ça m'a pas aidé d'un point de vue financier ou ça m'a rien apporté d'un point de vue structuration, mais ça m'a aidé à être crédible parce qu'un Niçois en 2018 seul dans sa chambre, c'est sans chiffre d'affaires et sans deck, c'est assez dur de convaincre des fonds. Bon là, bref. L'ensemble fait que je fais une très belle levée de fonds de 2,5 millions d'euros, ce qui me permet de recruter dans un premier temps une équipe de 25 personnes à Nice. Sans trop de difficultés, les recrutements? Je vais revenir là-dessus un peu plus tard parce que il y a eu des difficultés. Mais on a recruté une équipe sur l'année 2021 avec cette première levée de fonds. On a recruté une équipe de 20 personnes. Je me suis associé avec Mathieu, que maintenant je considère comme un cofondateur pour Bodyguard. Avec ces 2 millions d'euros là, ce qu'on fait, c'est que on se rend compte qu'on a également beaucoup de demandes d'entreprises qui nous disent aidez-nous à protéger et à modérer nos réseaux sociaux, aidez-nous à protéger nos communautés. Donc on va apprendre la technologie avec laquelle on protège les particuliers dans l'application mobile, on va la mettre dans une solution pour les entreprises et on va aider comme ça sur l'année 2021 les entreprises sur leur sujet de modération, moyennant rémunération, c'est ce qu'on appelle une plateforme SaaS. Et on va accompagner des entreprises dans différentes verticales comme le gaming, comme le sport, comme les marques et les médias sur leur sujet de modération, où on va les aider à protéger, modérer les réseaux sociaux directement de la marque ou du club de foot qu'on protège. On les aide également à pouvoir protéger les employés, donc on travaille avec beaucoup de grands médias français où on les aide à protéger leurs journalistes sur les réseaux sociaux des journalistes. On travaille avec le Paris Saint-Germain, où on les aide à protéger leurs joueurs de foot sur leurs réseaux sociaux, le Real Madrid, des groupes comme ça. Et on va également les aider à une autre mesure, comme on travaille avec les plus gros créateurs de jeux vidéo européens, où on va intégrer la technologie Bodyguard directement dans les jeux vidéo, où on a un chat à l'intérieur, où les joueurs peuvent se échanger, se parler entre eux. On va intégrer nos technologies à l'intérieur pour protéger ces communautés-là. Donc on a vraiment une protection à 360 degrés. Et grâce à cette solution B2B, on fait un chiffre d'affaires d'à peu près de x3 chaque année, donc on est à peu près on track pour être à 3 millions cette année. Et grâce à cette solution B2B qui a eu une traction assez importante, on a fait une deuxième levée de fonds de 14 millions d'euros en janvier 2022. Où cette fois-ci on est passé de 25 à 50 personnes, on est présent dans 3 bureaux en France, Paris, Marseille et Nice. On a ouvert un bureau à Los Angeles il y a 3 mois. Les fonds qui ont investi, c'est des fonds américains cette fois-ci, avec des gros business angels américains. Et voilà, ça c'est l'histoire de Bodyguard. Pourquoi un bureau à Marseille? Parce que les talents parisiens qui veulent descendre dans le sud, généralement, ils pensent plus à Marseille qu'à Nice. Je suis désolé de casser l'ambiance, je suis niçois, je suis né ici. Mais on a réussi à convaincre 2-3 de faire un Paris-Nice. Mais si on a préféré ouvrir un filet de capture de talents à Marseille pour justement capter tous les talents qui viennent du nord, de Paris, et qui disent j'en ai marre, je veux voir quelque chose d'autre et je veux descendre je veux voir la mer, et généralement ils pensent à Marseille avant Nice. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert Marseille, et on est une équipe de 25 développeurs, 10 commerciaux, et donc nos commerciaux ils sont plus répartis entre Marseille et Paris, là où nos développeurs ils sont un peu partout en France, enfin entre Paris, Marseille et Nice. Et les États-Unis? Pourquoi les États-Unis? Et les États-Unis parce que les prochaines étapes de Bodyguard, c'est vous avez très certainement dû entendre parler de ChatGPT et de toutes ces technologies-là, qui sont des technologies qui sont également très dangereuses, parce que c'est des technologies de génération de texte. Qui dit génération de texte dit peut être utilisée à des fins frauduleuses, de spam, de scam, de fraude, de contenu haineux. Et donc, un des avenirs de Bodyguard, c'est également de proposer des services pour encadrer ces technologies-là, pour être sûr qu'elles ne dévient pas ou qu'elles ne soient pas utilisées à des fins problématiques. Donc pourquoi les États-Unis? Déjà d'un point de vue marché, parce que
qu'on a on va probablement signer des très gros clubs de basket, des fédérations là-bas. Donc d'un point de vue financier, c'est intéressant, il y a un réel besoin de modération. Et également pour penser à l'avenir de Bodyguard, à une levée de fonds qui arrivera potentiellement en 2024, ou qui sera cette fois-ci une série B orientée principalement aux États-Unis. Combien de langues disponibles ? Maintenant, on est disponible en 35 langues. J'ai commencé qu'en français et ça fait 1 an qu'on est disponible en 35 langues. Moi, mon message d'accompagnement, la BPI a fait un super boulot pour Bodyguard. Mon message d'accompagnement, c'est que j'ai envie de dire que depuis le Covid, en fait, on peut lever des fonds de partout en France. On n'est pas forcément obligé de lever des fonds avec des acteurs régionaux, mais c'est pas parce qu'on est niçois ou qu'on a une boîte à Nice qu'on peut pas lever de fonds à Paris, quoi. Donc moi, mon message, c'est de dire que il y a plus ces barrières-là, mais je pense que les fonds parisiens sont de plus en plus, après le Covid, au courant que maintenant de plus en plus d'entrepreneurs ont créé des boîtes un petit peu partout en France parce que c'est plus attractif pour les talents, etc., etc. Donc j'ai un message de dire enlevons ce sentiment d'infériorité et un petit peu de complexité, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu moi dans la région, d'entrepreneurs qui me disent non mais je vais pas créer ma boîte à Nice quand même. Je sais mais pourquoi tu vas pas créer ta boîte à Nice, c'est très bien Nice ou Sofia ou peu importe, en disant que avec le bon état d'esprit et la bonne façon de faire, on peut être à Nice ou on peut être à Montpellier où on veut. On peut aller lever des fonds partout en Europe et partout dans le monde même. J'en suis la preuve. Et pourtant, je suis parti d'aucun réseau ou de quoi que ce soit. Aucun réseau? Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé la programmation à 10 ans. J'ai eu mon bac à 18 ans en rattrapage. Et j'ai pas fait d'études. Et à 20 ans, j'ai créé Bodyguard. Donc en fait, j'ai connu personne d'autre que mes parents. Dans ma chambre où j'ai développé Bodyguard. C'est bien, hein, les parents. Ouais, très sympa. Merci à eux encore. Et donc, comment attirer, selon toi, l'attention des fonds parisiens ou internationaux ici sur la Côte d'Azur? Comment attirer... Avoir une bonne techno, une bonne idée? Ouais, c'est une bonne techno, une bonne boîte, de bonnes personnes, une bonne organisation, un bon talent, de bons clients. Mais ça, en fait, on peut maintenant on peut aller les chercher peu importe où on est en France. Oui, ça nécessite des déplacements. C'est sûr que j'ai fait ma levée de fonds à Paris, j'ai fait 50 000 allers-retours. En effet, je confirme que c'est épuisant, mais il y a quelque chose qui a beaucoup aidé aussi, c'est que le Bodyguard a eu une très grosse médiatisation, et donc du coup forcément, quand on a 50 fonds d'investissement qui viennent vous contacter, après on peut commencer un petit peu à jouer et à faire concurrence sur les uns des autres et pouvoir mieux négocier. Mais moi je dis que on peut créer une boîte partout en France. Avec le bon état d'esprit, la bonne équipe, le bon talent, le bon produit. Si on a vraiment également l'envie, on peut lever des fonds partout en France et en Europe. Alors, c'était le cas en 2020, et enfin, avant 2020. Je vais peut-être un petit peu casser l'ambiance, mais les levées de fonds en 2023, c'est un peu plus compliqué que ce que c'était en 2018 et en 2019, pour les raisons économiques qu'on connaît tous. Donc c'est des cycles, ça va aller beaucoup mieux dans les prochaines années, mais actuellement, c'est un petit peu plus compliqué. Peu importe où on est. Peu importe où on est. Je parle avec beaucoup de boîtes à Paris. C'est aussi très compliqué de lever des fonds à l'instant T pour des raisons économiques qu'on connaît tous. Mais bon, c'est des cycles et ça reviendra. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va rester sur ces paroles positives et optimistes. Je vous remercie tous de votre témoignage qui montre bien, alors c'est un petit échantillon de toute la richesse du territoire, mais ça montre bien tout le dynamisme des entrepreneurs ici sur la Côte d'Azur. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à tout cet après-midi de débat et d'atelier. Et puis on espère vous donner rendez-vous pour un prochain Meet Your Startup très très vite.